L'une des conséquences des tarifs douaniers du président Trump est de créer une énorme incertitude parmi les milieux d'affaires du monde entier. Nous sommes confrontés à une récession maintenant, c'est le chaos. Les systèmes économiques capitalistes s'effondrent. Nous avons tellement de mots pour ça. Ralentissement, récession, dépression, crise, effondrement, débâcle. Je pourrais continuer encore et encore. Et vous savez pourquoi nous avons tous ces mots? Parce que ça n'arrête pas de se produire partout où le capitalisme en tant que système s'est installé, et ce fut le cas dans le monde entier au cours des 3 dernières années, partout où se trouve en moyenne, tous les 4 à 7 ans, boum, il s'effondre. Soudain, un grand nombre de personnes perdent leur emploi. Un grand nombre d'entreprises font faillite coup à pic. Beaucoup d'autres réduisent l'activité, licencient des travailleurs, freinent les commandes. C'est un vrai gâchis. Non seulement les gens perdent leur emploi, mais bien sûr, s'ils perdent leur emploi et si les entreprises font faillite, les impôts que l'État perçoit auprès des particuliers et des entreprises, cela aussi s'assèche. Ainsi, au moment même où le secteur privé, les entreprises et les travailleurs sont en difficulté, l'État, qui est censé les aider, manque d'argent et fait souvent pas grand-chose pour eux, sauf s'il s'agit d'une véritable dépression. Et cela soit dit en passant, une dépression, ce n'est qu'une récession qui ne cesse de s'aggraver. Eh bien, nous appelons cela une dépression parce que c'est un signe de sa gravité. Alors, pourquoi les gens parlent-ils de récession? Eh bien, si cela se produit en moyenne tous les 5 à 7 ans, tous les 4 à 7 ans, que selon nous la dernière, eh bien, la réponse est l'année 2020. En plein milieu de la pandémie, nous avons connu une terrible récession. Et il y a combien de temps? 5 ans, ce qui correspond à cette moyenne de 5 à 7 ans. Maintenant, une moyenne est juste cela. Cela ne doit pas nécessairement se produire dans cet intervalle, mais c'est à ce moment-là qu'il faut s'y attendre, car nous en avons eu tous les 4 à 7 ans en moyenne au cours des 2 derniers siècles aux États-Unis. Donc, une personne qui parie devrait parier, ouais, nous allons la voir. C'est exactement une question de quand nous ne l'obtenons pas. Eh bien, alors, pourquoi l'obtenons-nous? Et la réponse est une leçon de capitalisme. Quand les travailleurs obtiennent de l'argent, ils le dépensent. En d'autres termes, ils dépensent à peu près ce qu'ils obtiennent. Y a-t-il quelques personnes de la classe ouvrière qui économisent réellement de l'argent? Oui, mais ils sont complètement compensés par les personnes de la classe ouvrière qui empruntent généralement avec leur carte de crédit et dépensent plus qu'ils ne reçoivent en accumulant des dettes. Ainsi, les dépensiers supplémentaires annulent les épargnants. Vous pouvez penser que cette partie de la classe ouvrière économise, puis prête cet argent par l'intermédiaire des banques et des cartes de crédit à ceux qui dépensent plus que leurs revenus, comme nous sommes si nombreux. Mais voici la bonne nouvelle à ce sujet. Si l'argent que nous gagnons tous est remis en circulation et dépensé, il est dépensé pour faire les services que nous contribuons tous à produire. Notre revenu est la dépense de l'autre personne et notre dépense est le revenu de l'autre personne. Lorsque vous achetez un latte au café, c'est un revenu pour le café. Lorsqu'il paie les employés, c'est un revenu pour l'employé. Lorsque l'employé achète un chemisier, c'est un revenu pour le magasin qui vend le chemisier. L'argent circule sans cesse et nous sommes heureux qu'il le fasse car c'est ainsi que nous gagnons notre revenu. Les choses sont complètement différentes avec les entreprises. L'entreprise réalise un profit. Que fait-elle? Eh bien, certaines entreprises économisent cet argent. Ils pensent, nous aurons de meilleures conditions à l'avenir. Nous n'aimons pas l'aspect du marché en ce moment. Il ne s'agit pas de notre revenu personnel. C'est quelque chose de subalterne. C'est l'entreprise qui réalise le profit. Maintenant, si les choses vont bien, l'entreprise prendra ses bénéfices, les réinvestira dans l'entreprise, développera ce GIFRE, embauchera plus de travailleurs, achètera plus d'intrants, agrandira l'usine, ajoutera déjà une aile au bureau, peu importe. Et ensuite, cet argent est dépensé. Tout comme les travailleurs dépensent leur argent, les entreprises peuvent choisir de dépenser leur argent. Mais malheureusement, si ce sont des entreprises privées libres, elles peuvent aussi choisir de ne pas investir leur argent. Si c'est le cas, alors les personnes qui s'attendaient à ce que ce profit soit dépensé pourraient seront frustrées. Cet argent ne leur sera pas destiné. Ils n'auront pas de revenus. Et s'ils n'en ont pas, ils réduiront à leur tour leurs dépenses qui sont le revenu d'autres personnes. Les récessions surviennent et voilà, lorsque le monde des affaires décide de retenir une partie de ses bénéfices, de ne pas investir et d'attendre des conditions meilleures. L'une des conséquences des droits de douane du président Trump est de créer une énorme incertitude parmi les milieux d'affaires du monde entier, aux États-Unis et ailleurs. Les droits de douane resteront-ils en place? Vont-ils augmenter? Vont-ils diminuer? Cela se produira-t-il dans 10 ans?
5 ans, 5 semaines ou 5 jours, avec Mr. Trump qui nous dit qu'il va négocier avec tous les pays qu'il a frappés de droits de douane. Nous parlons de 100 négociations, toutes avec des pays différents, de différentes manières, rencontrant différents problèmes, étant annulées. C'est le chaos et c'est ce que vous avez. C'est pourquoi le marché boursier s'effondre. Personne ne sait où placer l'argent, ce qui va se passer, quelle entreprise sera touchée et à quel point. Mais avant même de comprendre tout cela, nous en avons déjà le premier effet. Le monde des affaires le sait parce qu'il a déjà vécu. S'il y a de l'incertitude, dans ce cas, à cause d'un gouvernement remarquable, alors nous retenons nos investissements et nous contribuons à provoquer la récession que nous ne voulons pas. C'est une autre particularité du capitalisme. Tout le monde déteste les récessions. Personne ne veut de récession et nous en avons une tous les 4 à 7 ans. Cela vous semble-t-il être un système avec un problème? Bien, vous l'avez compris. Et au fait, avec les droits de douane qui vont probablement faire augmenter les prix, car c'est ce qu'est un droit de douane. C'est une taxe. Vous devez donc payer l'objet qui vient de l'étranger et plus donner à l'oncle Sam la taxe douanière en plus. Nous pourrions donc avoir une hausse des prix, de l'inflation et une récession en même temps, et c'est ce qu'on appelle une stagflation. Et vous verrez des articles dans les journaux sur une économie stagnante, c'est une récession, et l'inflation, et le tout combiné donne une stagflation. Voici le ciel. Le capitalisme est un système instable. Mr. Trump réagit à l'instabilité du capitalisme lorsqu'il pense que les pays ont besoin d'une meilleure situation, ce qui est le cas, et il va l'obtenir aux dépens du monde entier au dépens. Cela ne va probablement pas bien se passer. Le reste du monde ne va pas rester les bras croisés et aider les États-Unis à ses propres dépens. Nous ne le prendrions pas très bien s'ils nous le demandaient. Ils ne le freineront pas bien que nous les obligions à le faire. L'instabilité est donc notre problème. Et l'effort de Mr. Trump est un effort désespéré pour se frayer un chemin afin de nous sortir de ce mauvais moment d'instabilité. Est-il possible que ce qu'il fait fonctionne? Oui, c'est possible. Coup de chance, faible chance, mais c'est possible. Vous savez ce qui est beaucoup plus probable. Que cela ne fonctionne pas et que nous nous remémorons de ce Trump comme nous nous rendons ridiques 20 années qui l'ont précédé, pendant lesquelles, sur les présidents Clinton, Bush, Obama, tous ont promis de ramener la fabrication en Amérique. Aucun d'eux ne l'a fait. Aucun d'eux n'y est parvenu. Mr. Trump va plus loin, prend de plus grands risques, irrite de plus en plus le monde, ce qui pourrait se retourner contre toi. Sera suffisant? Je ne pense pas. Cela évitera-t-il la récession? Absolument pas. C'est seulement une question de temps. Et si cela semble horrible, que nous soyons si instables, que nous en ayons tous les 4 à 7 ans pour perturber nos vies, alors comprenez que votre problème à ce sujet est un problème avec le système capitaliste. Si vous ne vous attaquez pas au système, vous ne résoudrez pas le problème. Les 3-5 dernières années le prouvent. La façon dont nous disons cela ou le résumons en économie est qu'il y a eu une redistribution massive des revenus du bas et du milieu vers le sommet. La prochaine fois que vous prendrez plaisir à regarder Elon Musk côté autour du podium, lors d'un rassemblement où Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett ou le président Trump, vous parlez de ce groupe, ce top 10% qui empoche maintenant plus de la moitié des revenus disponibles dans ce pays, laissant les 9% restants de battre pour ce qu'il reste. Et ce pays montre bien que nous nous battons pour ce qu'il reste. Certains d'entre nous mettent les employés du gouvernement au chômage. D'autres mettent les chercheurs universitaires au chômage. Nous retirons de l'argent aux anciens combattants qui ont des difficultés avec leurs hypothèques et qui avaient l'habitude d'obtenir de l'aide. Nous n'obtenons plus. Je pourrais continuer. Vous lisez les détails tous les jours. Que se passe-t-il maintenant dans le contexte plus large? Eh bien, je vous l'ai dit et je vais vous le dire à nouveau. Quand les empires meurent, ce que tous les empires de l'histoire du monde ont fait. Et l'empire qui dirigeait le monde depuis 75 ans est l'empire des États-Unis. Nous avons plus de bases à l'étranger pour notre armée que toutes les autres armées du monde réunies. Nous dépensons plus pour notre armée à l'étranger que tout le reste du monde réuni, et le reste du monde comprend la Russie, la Chine, etc. Le dollar est la monnaie mondiale. C'est toujours le cas, même s'il s'accroche à cette position du bout des ongles. Notre empire, qui était très fort dans la seconde moitié du XXe siècle, est maintenant en train de rétrécir, de glisser, de mourir. Je vais affirmer avec force que ce que M. Trump a fait à modifier de manière irréductible et irréversible la situation économique mondiale. Il est trop tard maintenant. Il a fait les dégâts. La façon dont il gère les dégâts
et dont ses successeurs gèrent les dégâts. C'est plus ouvert. Mais laissez-moi brièvement résumer les dégâts. Chaque pays sur cette planète et chaque entreprise qui achète ou vend aux États-Unis, et ce sont de très nombreuses entreprises dans tous les pays du monde, a maintenant entrepris, c'est déjà fait, une refonte de leur modèle commercial, de leur plan, de leurs investissements. Et la raison est simple. Les États-Unis ont montré au monde qu'il est dangereux de dépendre des États-Unis pour tout ce que vous achetez, pour tout ce que vous vendez. Leurs dirigeants politiques et d'ailleurs, cela inclut les démocrates qui, par leur silence, semblent plus ou moins ne pas être les ennemis de ce que Maison moi, Trump fait, adoptant plutôt une attitude d'attente et de voir si cela fonctionne, eh bien, nous ne nous y opposerons pas parce que ce n'est pas politiquement mignon pour nous de le faire. Ainsi, le reste du monde voit M. Trump sans opposition intérieure significative capable de quoi en bien. Eh bien, regardons ce que Michel vient de dire pour leur faire du mal. Pour leur faire du mal avec un tarif douanier de 40%, un tarif douanier de 5%, des sanctions peut-être, sinon des sanctions contre eux, des sanctions contre les personnes qui font affaire avec eux. C'est une attaque à grande échelle contre eux. Ça leur fait mal. Cela réduit leur profit. Cela réduit donc les impôts qu'ils paient à leur propre gouvernement. Je pourrais continuer. S'ils ont pris une décision unilatérale qui amène chaque pays et chaque entreprise à commencer à chercher beaucoup plus intensément à trouver des sources alternatives d'intrants et d'importation vers ces pays et des alternatives aux États-Unis en tant que marché d'exportation, juste par la logique de la maximisation du profit et la logique de la minimisation des risques qui sont les règles des entreprises capitalistes. Et ils ne vont pas changer cela à moins qu'il n'y ait une véritable évolution aux États-Unis dans laquelle une alternative politique, un leadership émerge qui a clairement et avec force un plan alternatif qui n'implique pas de tarifs douaniers, de sanctions, et il n'y a rien de tel. La seconde moitié du XXe siècle et les 20 premières années de celui-ci ont vu le leadership de l'Europe principalement dominé par ce que nous appelons centre droit des personnalités politiques. Et ils ont eu un thème fondamental selon lequel les États-Unis sont merveilleux et le protecteur de tout le monde, et le mal est l'Union soviétique, et maintenant le mal est russe. Que notre politique est l'autoprotection. Nous vous protégeons tous, disent ces dirigeants de droite à leur propre peuple. Votez pour nous parce que nous sommes les meilleurs amis des États-Unis, alignés via l'OTAN pour affronter et contenir l'Union soviétique, maintenant la réussite. Cette politique est maintenant morte. Les États-Unis ont dit à toute l'Europe, vous pouvez être anti-russe si vous voulez, mais nous ne jouons plus. Nous n'allons pas faire tout cela. Nous n'allons plus combattre la Russie en Ukraine, etc., etc. Cela a laissé les Européens au pouvoir avec la moitié d'une politique. Être proche des États-Unis, ils ne pouvaient plus le faire parce que les États-Unis disaient que la guerre en Ukraine est terminée, ou une erreur, ou un échec. Il ne leur reste donc que de l'anti-russisme pur. C'est pathétique à regarder. C'est comme faire du vélo avec une seule roue. Vous savez ce qui arrive si vous roulez sur la moitié d'un vélo en bisbille? Vous tombez. Cela peut prendre quelques instants, mais vous allez tomber parce que vous en avez besoin de deux et vous n'en avez qu'une. La droite en Europe est désespérée. Faites attention à la façon dont ils parlent. Vous pouvez le voir. Toute leur politique est un anti-russisme féroce. C'est pourquoi ils s'alignent derrière Zelensky et d'autres choix étranges. Mais voici un point important qui découle de ce que Michael vient de dire à propos de l'Argentine. Alors qu'ils font tout cela, ils sont en fait de plus en plus dépendants de la Chine. Les Européens doivent cultiver la Chine. Et je pense que si vous voyez maintenant la décision de déplacer leurs actifs et investir massivement dans la production militaire au détriment, par conséquent, du niveau de vie européen, car que peuvent-ils faire d'autres en bas? Vous mettez en place les conditions pour ce que Michael a dit, pour un changement rapide et brutal du pouvoir vers la gauche et la droite. Les conditions permettant aux partis politiques de s'exprimer sont toutes réunies. Ce qui doit se produire, c'est une reconnaissance, en particulier de la part des communautés d'affaires là-bas, que tout comme en Argentine, elles ne veulent pas perdre les affaires avec la Chine, ce qui est crucial. La même chose est vraie pour le commerce actuel et potentiel de l'Europe en Chine, que les difficultés avec les États-Unis rendant ironiquement plus urgentes pour l'Europe qu'elles ne l'étaient auparavant. Ils font partie des pays auxquels je faisais référence auparavant, qui repensent et doivent le faire. Et si les dirigeants de droite sont trop compromis pour le faire, alors les dirigeants de gauche deviendront attrayants pour le monde des affaires, qui s'y opposera moins qu'avant, et c'est probablement tout ce dont la gauche a besoin là-bas pour arriver au pouvoir. Comment utiliseront-ils un tel pouvoir en BSP? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils le sachent non plus. Mais vous pouvez voir que la réorganisation de l'économie mondiale que Nima demande se produit également pour l'Europe,
parce qu'elle n'est pas à l'abri de ce que nous avons dit. À propos de la stratégie envers la Chine, au moins depuis 15 ans, voire plus, la politique des États-Unis a été un changement de régime en Chine, pas seulement en Russie, en Chine. Ils aimeraient que la Chine soit un membre coopératif subordonné mais puissant de la communauté des nations capitalistes. C'est ce qu'ils aimeraient. Et ils ont pris de nombreuses mesures. Et ils l'ont dit à maintes reprises. L'histoire stand à Washington que j'entends des gens que je connais là-bas, à cause de mon éducation, je connais beaucoup de ces gens. C'était mes camarades de classe et ainsi de suite. Ça a toujours été la même chose. Faire en sorte que la Chine soit un membre à part entière de la communauté des nations. C'est pourquoi nous les avons fait entrer dans l'Organisation mondiale du commerce. C'est pourquoi Kissinger et Nixon s'y sont rendus en premier lieu dans les années 1960. Et nous avons dû modifier notre politique, mais c'est ce que nous voulons. Ils devraient devenir de plus en plus privés dans leur mélange hybride d'entreprises privées et étatiques. Ils devraient donc devenir plus dépendants de la politique monétaire et budgétaire plutôt que des interventions plus directes qu'ils pratiquent dans leur économie. Et maintenant, ils veulent utiliser les tarifs parce que les autres mécanismes de pression dans cette direction ont échoué. Ça n'a pas marché. Et il est clair qu'ils ne sont pas sur le point de fonctionner non plus. Ils sont devenus trop riches, trop vite et trop grands, trop vite. Vous n'avez pas de levier de pouvoir sur eux. D'accord. Maintenant, vous allez utiliser, voici le désespoir à nouveau. Vous allez utiliser le dernier grand club que vous avez pour les amener à faire cela. Et ils vous font savoir par tout ce que Michael vient de dire qu'ils ne vont pas le faire. Ça ne va pas marcher. Vous avez attendu trop longtemps. Vous auriez pu essayer cela il y a 30 ans, mais pas maintenant. Impossible de le faire maintenant, trop tard. Et si vous regardez les Chinois, non seulement en termes de ce qu'ils ont fait dans leur pays, mais en ayant conçu, et je veux dire comme tous les BRICS comme une bureau allié. Wow! C'est extraordinairement crucial parce qu'il y aura la Chine si elle ne peut pas commercer avec les États-Unis. Si M. Trump le mène à bien et les ISO vraiment van pays, la réponse est les BRICS. C'est leur première défense pour réorganiser leurs importations et leurs exportations que ces pays BRICS devront faire des deux côtés, devant se reconnecter hors des États-Unis dans les glaces. J'ai eu un discours l'autre jour, je crois, de monsieur le secrétaire au Trésor dans lequel il conseille aux Chinois. Au fait, l'arrogance est écrasante. Mais il conseille aux Chinois d'être moins dépendants des exportations et de faire davantage pour développer leur marché intérieur. Eh bien, seule une personne qui n'a aucune idée de ce que les Chinois font depuis 20 ans dirait une telle chose parce qu'ils le font depuis 20 ans. C'est pourquoi les salaires en Chine ont été multipliés par 4 au cours des 25 dernières années, tandis que les salaires aux États-Unis stagnent depuis les mêmes 20 années. Le voici. Bien sûr, ils construisent leur marché intérieur, mais ils ont aussi des alliés. Ils n'ont pas réellement besoin de dépendre totalement de leur marché intérieur parce qu'ils ont vraiment des alliés et les tarifs étant uniformes poussent tous leurs aides à travailler plus étroitement avec la Chine pour devenir une puissance économique mondiale autosuffisante. Et puisqu'ils sont maintenant plus grands que l'Occident, qu'ils ont une base de pouvoir plus importante sur le plan économique que l'Occident et qu'ils ont montré la capacité de réaliser les percées technologiques les plus avancées, vous assistez à une économie mondiale divisée où les chances sont meilleures pour que la Chine s'en sorte que pour les États-Unis. Et toutes les illusions du monde ne vont pas changer cela, mais laissez-moi énoncer un scénario et ce n'est qu'une possibilité. Je ne crois pas qu'il faille prédire l'avenir. Je ne dis à personne que ce que je suis sur le point d'écrire va se produire, mais je vous dis que cela pourrait arriver. Et voici la raison pour laquelle je le pense. Cela vient de l'histoire américaine. Quand Franklin Roosevelt, au début de la crise, s'est présenté à la présidence, il s'est présenté comme un démocrate conventionnel modéré. Il préconisait un budget équilibré même au milieu du genre de crise qu'il traversait dans tout le pays. Il est allé à gauche parce que la masse de gens est allée à gauche de ces États-Unis. Un grand nombre de personnes ont rejoint 2 partis socialistes et un parti communiste et tous ensemble se sont mobilisés et ont été les militants du CIO, qui a été la plus grande campagne de syndicalisation de toute l'histoire américaine, avant ou depuis. OK, ils sont ensuite allés voir M. Trump, excusez-moi, mais Roosevelt, et lui ont dit, vous devez aller à gauche avec nous, sinon nous vous chasserons du pouvoir. Vous n'allez pas rester ici. Il a compris l'argument. Ils avaient mobilisé des millions de personnes. Il pouvait contrôler ses votes. Il serait dehors, son avenir politique serait terminé. Alors, il est allé avec eux par opportunisme, aucun doute là-dessus, mais qu'a-t-il fait? Il a ensuite créé, sous la pression d'en bas, la sécurité sociale que nous n'avions jamais eu auparavant, un programme de pension gouvernementale, un salaire minimum que nous n'avions jamais eu auparavant,
un programme d'indemnisation du chômage au niveau fédéral que nous n'avions jamais eu auparavant, et il a embauché 15 000 de personnes à la solde du gouvernement, ce que nous n'avions jamais eu auparavant. Des changements spectaculaires. OK, pourquoi je vous raconte ça? Parce que si nous générons maintenant, à la fois Trump, une inflation mondiale avec récession, ou la stagflation que de plus en plus de gens envisagent comme imminente, nous pourrions bien avoir ce que Michael a mentionné auparavant. Quand il a fait un lapsus, il voulait dire le mot récession, si vous avez écouté au début de l'émission, mais c'est le mot dépression qui est sorti. Yeah, exactly. Il y a plus de sagesse là-dedans qu'un lapsus. OK? Qu'est-ce qui va se passer? La masse de gens va se tourner vers les dirigeants des pays BRICS et leur dire les États-Unis en sont la cause. La Chine pourrait être la cause. Et de cela découlerait ce que j'ai décrit auparavant, un accommodement malgré les dirigeants de centre-droit ou autres dans les BRICS. Ils devraient soit s'accommoder comme Roosevelt a dû le faire, soit se retirer parce que d'autres forces feront cette réclamation. Je pense plus que ce soit fantaisiste. Est-ce que je dis que cela va arriver à coup sûr? Bien sûr que non. Je ne peux pas prédire l'avenir mieux que quiconque, c'est-à-dire que nous ne le faisons pas. Mais est-ce une possibilité qui émerge ici? Absolument. C'est une possibilité, et c'est une possibilité qui répondrait aux obstacles au processus déjà en cours, mais que les États-Unis veulent retenir, voire empêcher ou inverser, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et cela rend ce scénario possible à l'avenir malgré l'hétérogénéité des gouvernements des BRICS, leurs différences avec les Chinois, etc. Et je ne négligerai pas. Je pense que vous voyez, je suis étonné de la vitesse à laquelle tout va. Il y a maintenant, dans le courant dominant de la presse financière américaine, des articles constants. Il y en avait une demi-douzaine ce matin avant que je ne vienne à notre émission ici, dans laquelle le déclin du dollar comme refuge sûr, le déclin des bons du Trésor américain comme refuge sûr. Nous sommes ici dans une période de tumulte. Nous sommes ici avec l'imminence d'une récession. Et où va l'argent? Pas dans le dollar. Ce n'est pas la sécurité. Ce n'est pas l'actif sans risque qu'il était autrefois. Si les États-Unis sont résolus à profiter de leur seule voie à suivre, à savoir être un monopole d'un certain ensemble de choses et siphonner le surplus du reste du monde, parce qu'ils ne seront pas en mesure de faire de la production industrielle sans les mécanismes ou les moyens monopolistiques pour le faire, et que l'argent rentrera plutôt comme Londres pu siphonner le surplus du reste du monde alors que son empire déclinait. Nous devons encore remarquer qu'être un monopoleur, en fin de compte, n'est pas un moyen d'employer 30 000 Américains, et que toute la révolution de l'IA et le licenciement massif des employés fédéraux sont un avant-goût symbolique de la direction que prennent les États-Unis. Parce que l'écart entre les riches et les pauvres dans les villes et les campagnes, entre, vous savez, les personnes qualifiées et éduquées d'une part et les autres d'autre part, ces dichotomies deviennent extrêmes et cela pourrait être viable pendant un certain temps si vous y étiez habitué depuis des centaines d'années. Mais les États-Unis, depuis un siècle, se célèbrent comme une société de classe moyenne dans laquelle tout le monde a la voix de redresser le soi-disant rêve américain. C'est fini. Et cela deviendra de plus en plus difficile à maintenir et poussera les gens d'abord vers le premier démagogue qui en profite du nom de Trump. Mais il y en aura d'autres, tant de gauche que de droite, qui parleront de cette condition, et cela soulève un tout nouvel ensemble de contradictions quant à la façon dont cela évolue.